Bonsoir à tous et bienvenue dans ce grand débat de ce soir. On l'appelle le grand débat et non pas le duel. Ça ne sera pas un duel, ça sera un débat d'idées, programme contre programme, avec nos deux invités, ceux qui sont arrivés au deuxième tour pour cette collectivité territoriale de Guyane. Vous avez voté dimanche dernier, vous irez voter dimanche prochain. Il reste deux candidats pour ce deuxième tour. Ils vont se confronter ce soir sur le plateau d'ATV Guyane. Rodolphe Alexandre, bonsoir. Bonsoir, M. Gabriel, M. Farouk. Bonsoir. Bienvenue dans le grand débat. Alain Tiennyong, bonsoir. Bonsoir. Également bienvenue dans le grand débat. Bonsoir Farouk Amri. Bonsoir Gilles Vernet. Comment allez-vous? Très bien. Alors on va expliquer dans quelques instants notre formule. Vous savez qu'on a toujours une formule particulière. Farouk Amri va vous l'expliquer d'ici quelques instants. Messieurs, première question toute simple. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat? Rodolphe Alexandre. Le partage des idées, la confrontation très libre de l'expression, donner aux électeurs, aux électrices, à ceux qui nous regardent, une idée large de la Guyane, une appropriation du politique, à savoir que nous vivons une page historique depuis 1946, la mise en place d'une collectivité territoriale avec de nouveaux leviers en matière économique, d'aménagement du territoire, en matière de formation également pour la jeunesse. Nous qualifions cela de la maîtrise du destin, d'un premier pas exceptionnel vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de la Caraïbe, vis-à-vis de l'Amérique du Sud. J'espère que ce débat sera un débat serein, un débat large, et que nous allons une fois pour toutes écarter les invectives, les propos, on va dire, pas à l'image des Guyanais, un moment crucial. En tout cas pour nous, Guyane Rassemblement, nous vivons en ce moment une page de l'histoire et nous voulons transmettre cela de manière éducative et pédagogique. Eh bien, on compte sur vous pour ce débat courtois et démocratique. Alain Tiennyong, qu'attendez-vous de ce débat? Eh bien, tout d'abord, permettez-moi d'exprimer, de remercier plutôt les électrices et les électeurs qui sont, pardon, excusez-moi, qui sont sortis dimanche pour exercer leur devoir de citoyen. Et puis bien sûr, s'agissant de votre question, eh bien, c'est un moment qui est important parce que cela doit nous permettre, en tout cas, d'expliquer notre programme, de livrer nos arguments. Et c'est le sens de notre présence ce soir. Et je compte en profiter, en tout cas, pour faire en sorte à ce que les électrices et les électeurs comprennent un peu plus ce que nous proposons dans le cadre de cette élection en termes de programme. Très bien, messieurs. Farouk Amri, explication d'une formule particulière ce soir. Oui, donc on va vous demander à tous les deux de répondre sur des questions très concrètes qui ont trait au quotidien de nos concitoyens. On va appeler ça le fil conducteur, ce sera le spectre de la vie. Donc on va vous interpeller et vous interroger sur de nombreuses questions qui partent de la petite enfance jusqu'au Gangan. Donc merci d'être bref aussi dans vos réponses, comme on est ensemble ici juste sur une heure, sur les questions. Alors la première question, elle est pour vous, Farouk. Exactement. L'abstention est le premier parti politique de la Guyane et cela doit tous nous interpeller. Et puis en discutant avec des jeunes, parce que la jeunesse représente le premier corps électoral de ce pays, beaucoup de politiques se lamentent en se disant on n'a pas trouvé les mots pour attirer la jeunesse à aller voter. J'ai discuté avec des jeunes et ceux-ci me disent, ce qui est très étrange, c'est qu'il y a la lutte contre le chômage un peu sous forme d'abstraction, mais personne ne tient compte de nos réels besoins, de nos difficultés au quotidien. Quelque chose qui revient énormément sur les réseaux sociaux au niveau de la jeunesse, c'est les vitres teintées. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est une préoccupation majeure des jeunes et accessoirement de leurs parents. Comment se fait-il qu'aucun élu politique guyanais ne se soit positionné pour demander une dérogation à ce défiltrage des vitres, dans la mesure où beaucoup de jeunes appréhendent le fait de perdre 3 points sur leur permis de conduire et 135 € d'amende? Non, mais je crois que votre question, effectivement, peut avoir une réponse. Mais en tout cas, ce n'est pas un élément de mon programme, s'agissant de vitres teintées. Nous sommes là sur des choses qui sont... C'est le décalage du quotidien. Non, ce n'est pas un décalage. Non, ce n'est pas un décalage. Maintenant, les réseaux sociaux, effectivement, il y a un partage d'informations, il y a des relations qui sont entretenues entre des personnes qui échangent entre elles, pardon. Et pour ma part, cela ne peut pas être un élément de développement économique. Donc je comprends très bien que vous puissiez nous faire part de cet élément, de cet argument. En tout cas, pour ma part, ce n'est pas cela que je prévois dans notre programme.
Donc, s'agissant des vitres teintées, il me semble qu'il y a effectivement nécessité que des jeunes peut-être puissent s'exprimer sur le fait que, eh bien, certains veulent qu'il y ait des vitres teintées, mais pour ma part, cela pose le problème, notamment dans une situation où effectivement nous luttons contre l'insécurité, les vitres teintées posent problème. Donc, effectivement, ce n'est pas toucher à la liberté de quelqu'un que de donc dire que les vitres teintées posent problème. Effectivement, lorsque vous êtes dans une voiture et que vous avez un problème et que vous avez des personnes qui vous interpellent, vous ne voyez pas qui c'est, moi, ça me pose problème. Malgré le climat. Vous avez Malgré le climat. Non, mais c'est pas un problème. Moi, je pense c'est pas un luxe d'avoir des vitres teintées. Non, mais moi, je pense qu'il y a teinté et teinté. Aujourd'hui, nous sommes sur des vitres qui sont teintées et qui sont très foncées et qui sont trop compactes. C'est de ça que je parle. Maintenant, pour répondre à votre question, je ne pense pas que cela fasse partie, en tout cas, d'un élément de développement du pays. Même si, effectivement, peut-être l'abstention. Voilà. C'est-à-dire non, que mais je pense mon pas. argument, c'est de dire, si on ne traite pas des problèmes du quotidien... Monsieur Farouk, ce soir, nous sommes là. Je pense que c'est sans doute pas pour parler de vitres teintées. Alors, on n'est pas là que pour parler de vitres teintées, mais c'était une préoccupation de la jeunesse. En tout cas, en ce qui me concerne, ce n'est pas ce que je suis venu développer ce soir. Je vous fais part des demandes. Rodolphe Alexandre. Non, c'est une écoute qu'il faut prêter attention. C'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion d'en débattre avec les producteurs des filtres pour les voitures. Nous avons discuté, on va dire de façon un peu vague, avec mes juristes, parce que certains avaient interpellé mes juristes. Maintenant, c'est une question qu'il faut peut-être faire circuler. Mais il est vrai que dans le climat que nous avons, il faudrait avoir un niveau de filtre qui puisse correspondre à notre confort en termes de circulation. Mais parallèlement à cela, je préférerais débattre de la jeunesse, dans la formation, dans l'emploi, dans l'activité culturelle. Et c'est vrai qu'il faut écouter tout le monde. C'est un débat citoyen. Alors, messieurs, on parlera de l'abstention de toutes les façons, on en parle là encore. Chantal Berthelot ne donne pas de consigne de vote. Enfin, quelque part, elle en donne. Et nous annonce une nouvelle plutôt originale. Vous seriez des partis de droite. Alors, cela pourrait paraître à sourire, mais dans le fond, lorsqu'on entend les abstentionnistes, justement, s'il faut revenir sur l'abstention, nous parler de mélange de genres, cela mérite que l'on se penche d'un peu plus près sur des alliances ou des rapprochements peut-être contre nature. Que pensez-vous des propos, notamment de Chantal Berthelot? Rodolphe Alexandre. Je vais répondre tout de go. Je pense que quand on est parlementaire, on a droit à un respect envers les électeurs. Et c'est quelque part indigne d'appeler la population à ne pas se prononcer. Et en même temps, c'est irresponsable dans une société où justement l'éducation civique a disparu des manuels scolaires, disparu de l'école, et où notre jeunesse, quelque part, ne s'approprie plus de la politique. Moi, j'ai eu une enfance où j'allais écouter les hommes politiques, Léopold Ider, Élie Castor, Georges Ottilie. Et aujourd'hui, j'aurais souhaité justement que cette jeunesse puisse revenir à ses référents. Donc, appeler les électeurs à avoir une position aussi terne, aussi fade, c'est irresponsable. Enfin, je ne souhaiterais pas avoir un débat polémiste avec Mme Berthelot, car je pense qu'elle est plutôt dépitée et qu'elle a de l'amertume. Parce que dire que je ne suis pas un homme de gauche ou que d'autres ne sont pas des hommes de gauche, nous, on prononce à Guyane Rassemblement des valeurs de Guyane, des valeurs d'une Guyane profonde dans l'Amazonie, dans la République et dans les libertés. Et ce qui intéresse aujourd'hui les Guyanais et même notre rapport avec le monde, avec l'universel, c'est que nous ayons une société pluriethnique, mosaïque, mais ouverte à l'universel. Nous ne sommes pas dans des dogmes, dans des schémas politiques qui créent des clivages et qui divisent au contraire. Rassemblement veut dire fédérer, veut dire agripper, veut dire rassembler l'ensemble des Guyanais autour des valeurs essentielles. Alain Chalon, sur cette question. En ce qui me concerne, je pense que les propos de Mme Chantal Berthelot ne font pas honneur à la classe politique. Donc aujourd'hui, il y a une décision de l'électorat guyanais qui a décidé qu'il y ait 2 listes au 2e tour. Et à mon sens, c'est aux partis de se poser des questions sur la manière dont ils doivent mobiliser et se mobiliser afin de mobiliser l'électorat. Donc aujourd'hui, ce n'est pas moi qui suis à l'origine de cela en tout cas. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que pour terminer sur les propos de Mme Chantal Berthelot, c'est qu'elle n'est pas propriétaire des voix des électeurs, tels que moi, je ne suis pas propriétaire des personnes, donc des voix des personnes qui ont voté pour notre liste. Donc aujourd'hui, j'en appelle d'ailleurs à son électorat
pour que cet électorat ait un sursaut et que cet électorat ne laisse personne décider à sa place. Donc aujourd'hui, les propos de Mme Chantal Berthelot, me semble-t-il, ne font pas honneur à la classe politique. Et on ajoute d'ailleurs à ce climat d'abstentionniste, qui est renforcé par ces propos, notamment. C'était la question. Voilà. Donc pour ma part, non. J'avais dit que je ne ferais pas de commentaires, mais il me semble bon quand même de rappeler qu'il faut qu'on garde son sang-froid, même quand on a une défaite à des élections. Une compétence nouvelle que donne la CTG et que n'ont pas actuellement le Conseil général et le Conseil régional, et dont vous allez user dans le cadre de cette nouvelle CTG. Une compétence nouvelle. Laquelle ? Ben justement, est-ce qu'il y a une compétence nouvelle? Eh bien, disons que le cadre est beaucoup plus assoupli. Le cadre est beaucoup plus large. C'est d'abord la gestion des fonds européens qui a Ça, commencé, vous l'avez déjà avec la région. mais qui va se développer, qui est concrétisé, parce que je vous amène les nouvelles exceptionnelles. La Commission européenne vient d'entériner les 3 maquettes que nous avons proposées. D'abord sur le FEDER, qui est donc le fonds exceptionnel pour tout ce qui est l'aménagement du territoire. Ensuite pour le FSE, donc pour l'emploi et la formation. Et ensuite pour la coopération. Nous sommes parmi les 5 régions aujourd'hui à avoir obtenu l'agrément de la Commission européenne. Donc ça veut dire que ce sont les Guyanais aujourd'hui qui vont gérer pour la Guyane les fonds européens. Pendant 40 ans, en totale autonomie. Pendant 40 ans, c'était donc la préfecture qui la gérait pour nous. La deuxième, c'est la loi du 27 janvier 2014, qui est donc la modernisation de l'autorité publique et l'affirmation des métropoles, qui donne un cadre en matière de décentralisation exceptionnelle. Et la dernière, c'est celle donc du mois d'août 2015, qu'on appelle la nouvelle organisation territoriale de la République, qui va nous permettre d'accentuer les compétences en matière de schéma d'aménagement, en matière de transport, en matière de coopération et surtout le pouvoir réglementaire de la collectivité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pourrons lancer des expériences pilotes au niveau du territoire de la Guyane. Ça veut dire que donc le cadre s'est particulièrement assoupli et nous devons donc maintenant assumer pleinement ses responsabilités. Non, il n'y a pas de... Enfin, si au niveau national, effectivement, puisque les régions et les départements ne disparaissent pas, il n'y a que la Martinique et la Guadeloupe qui sont concernés par cette nouvelle collectivité. Donc, les compétences qu'ont les régions en France, ce sont des compétences notamment qui étaient dévolues au Conseil général, s'agissant de transport scolaire, s'agissant d'autres missions. Donc, ce que je sais, moi, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement prévoyait de mettre en œuvre l'acte 3 de la décentralisation. Il était prévu que cet acte 3 puisse permettre au département, à l'époque, indépendamment même de la mise en place de cette collectivité, puisse donc obtenir de nouvelles charges en termes de transfert de la médecine scolaire. Il y a d'autres transferts qui étaient envisagés, mais cela est resté lettre morte. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas concernés en tant que tels dans la mesure où le département et la région disparaissent au profit de cette nouvelle collectivité qui aura donc les missions des 2 collectivités. Donc en France, le mouvement qui se fait, c'est des conseils départementaux vers les régions. Ici, nous n'avons pas ce problème-là, puisque demain, le président de la collectivité, aussi bien de la CTM, de la collectivité territoriale de la Martinique, et celle de la collectivité territoriale de Guyane, va siéger au sein de l'Assemblée des départements de France et au sein des régions de France, de l'Assemblée des régions de France. Donc là aussi, c'est une particularité que nous aurons, mais en termes de nouvelles compétences, non, je dois vous assurer que nous n'en avons pas plus que nous avions auparavant. Messieurs, allez-y. Je suis désolé. Les compétences seront beaucoup plus élargies puisqu'il y aura le conseil administratif territorial qui permettra de lancer des expériences. Le transport, par exemple, dans moins de 2 ans, nous devons nous prononcer pour la gestion de l'aéroport de la Guyane. Nous devrons nous prononcer maintenant sur la coopération. Le cadre s'est beaucoup élargi. Le cadre s'est élargi pour les régions de France, mais nécessairement sera dupliqué par rapport à la future collectivité territoriale. Et je prends le cas des transports en particulier scolaires, des transports périurbains, ce sera à nous de pouvoir acter cela. Pour l'instant, c'est le Conseil général qui gère cette partie-là. Non, mais c'est ce que je dis. Je ne suis pas en contradiction avec ce que je dis. Je dis que le fait que nous soyons, donc demain, que les 2 collectivités disparaissent, ne pose pas de problème en termes de transfert du Conseil général vers le Conseil régional. C'est ce que je viens d'expliquer. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous étions Conseil général et Conseil régional, effectivement, le Conseil général aurait vu partir la compétence transport vers la région. Ce n'est pas le cas actuellement puisque les missions se rendent au sein d'une seule collectivité. Ce dont je voulais parler tout à l'heure, c'est véritablement ce que nous appelons l'acte 3 de la décentralisation qui n'est pas encore mis en œuvre. Alors effectivement, il y a des dispositions qui prévoient que nous puissions demander des procédures d'habilitation.
Mais en termes de compétences nouvelles, aujourd'hui, la coopération est une coopération qui se fait à minima. Nous n'avons pas véritablement de levier pour pouvoir aller parler directement. Par exemple, si je prends le cas du Maroni, je l'ai dit, les problématiques du Maroni ne pourront pas être réglées sans une mise en œuvre d'une réelle coopération en termes de coopération bilatérale telle que cela se fait entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire qui nécessite que les institutions des deux parties, de ces deux parties du territoire, puissent se rencontrer au quotidien pour régler des problèmes qui partent du domaine social jusqu'au domaine économique. Si je prends un seul exemple, s'agissant du transport fluvial, nous avons des marchés avec des opérateurs qui transportent des élèves sur le Maroni. Aujourd'hui, ces opérateurs, pour la grande majorité d'entre eux, soumissionnent en coût essence acheté Guyane, avec un coût d'exploitation qui intègre ce coût. Aujourd'hui, force est de constater que pratiquement la quasi-totalité de ces opérateurs va acheter l'essence à Albina. Demain, avec une coopération, si nous devons être là, si Dieu le veut, nous allons leur demander de continuer de le faire. Par contre, cela doit être encadré par une réelle coopération. Aujourd'hui, aucune décision ne peut être prise si nous ne demandons pas l'aval du ministère des Affaires étrangères ou de l'ambassade. Moi, je ne parle pas de cette coopération, je parle véritablement de la possibilité donnée demain pour nous d'établir des relations économiques avec ce pays Suriname, ce que nous n'avons pas actuellement, puisqu'aujourd'hui, eh bien, nous ne pouvons pas le faire. Si tel était le cas, nous l'aurions déjà fait. Rodolphe Alexandre. Non, moi je pense qu'il faut distinguer deux notions. La notion d'abord législative, c'est-à-dire du cadre réglementaire. Incontestablement, dans l'acte 3 de la décentralisation, voulu par le président Hollande, il y a une avancée considérable en matière de décentralisation. Cela est manifeste. Que ce soit sur le tourisme, sur le transport, sur la politique des déchets, il appartient à la future collectivité d'assumer ses responsabilités. Donc, de prendre l'extension de ses compétences, de prendre le champ d'élargissement. Dans le cadre de la coopération, nous sommes bien placés, puisque c'est nous qui sommes chefs de file de la coopération, je parle de la région. Donc, cette compétence sera transférée à la CTG et elle donne deux niveaux, un niveau transnational et un niveau transfrontalier. Je suis désolé, nous sommes libres en matière de diplomatie territoriale voulue par la circulaire du ministre des Affaires étrangères, de nous déplacer à tout moment à l'extérieur, de façon à exprimer les desiderata. Aujourd'hui, 3 expériences vont être lancées. La première sur le PO Amazonie, Interreg Amazonie, où nous avons un volume de crédit de 18 millions qui nous engage résolument à faire de la coopération avec le Brésil, avec le Suriname, avec le Guyana. Ça veut dire que cet argent qui a été donc mis en place sur un volume de crédit par l'Europe est fait essentiellement pour la coopération entre la Guyane et les pays environnants. Ça va être le cas par exemple du zoo de Monsiniri et du zoo de Macapa. Ça va être le cas pour Albina de mettre maintenant le nouveau bac qui a été commandé dans l'appel d'offres a été répandu par une société du Suriname. Voilà, donc cette coopération elle commence. Et nous avons été plus loin, puisque nous avons déjà mis une agence à Paramaribo, comme nous avons également une agence à Bruxelles, tenue par des Guyanaises parlant plusieurs langues. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la CTG doit franchir un nouveau cap, un nouveau pignon sur la responsabilité que les femmes et les hommes voudront donc assumer. Allez, encore un dernier aspect, puis après on enchaîne avec une prochaine question. C'est ce que j'appelle de la coopération à minima. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise qui sont en Guyane ne trouvent pas leur compte dans cette coopération. Et c'est pour ça, c'est bien pour cela que ces chefs d'entreprise ont des difficultés à pouvoir réaliser, donc à étendre leur activité sur nos pays voisins. Et ça, c'est un drame. Si je prends l'exemple uniquement... Donc vous avez deux visions différentes voilà. là-dessus. Si je prends le cas uniquement de la question des visas, comment voulez-vous développer le tourisme en Guyane sans donner la possibilité à la classe moyenne brésilienne ou à la classe aisée de pouvoir se rendre sans cette contrainte qu'est l'obtention d'un visa? J'ai reçu l'ambassade du Brésil en France. Et sa démarche, c'était de dire que tant que le visa, tant que donc, cette contrainte ne sera pas levée de la part de la France, le Brésil ne compte pas ouvrir le pont. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est que... J'ai une question là-dessus. Voilà, cette coopération qui est à minima ne milite pas en faveur du développement économique. Une réponse et après j'ai des questions. Puisque les marges de manœuvre réglementaires qui nous permettraient d'aller vers une véritable coopération en direct avec ces pays, eh bien, nous ne pouvons pas le faire. Donc, ce que le président de région dit, pour moi, c'est de la coopération à minima. Vous réagissez, ensuite on enchaîne. Non, il n'y a pas de coopération à minima. Nous ne sommes pas un État. Donc, il ne faut pas confondre les compétences régaliennes et les compétences d'une région, d'une collectivité.
La seule différence que je dis, c'est que cette collectivité va avoir de nouvelles compétences et que chacun doit l'assumer. Alors, pour résumer la question fondamentale, il nous appartient demain, une fois élu à la présidence avec une bonne majorité, de négocier avec l'État français pour que, par exemple, il y ait des zones franches territoriales sur la région de Yapok, où là, les sociétés guyanaises pourront faire ce qu'on appelle des joint ventures, c'est-à-dire des franchises associées où le produit brésilien peut être labellisé, retransformé sur le territoire de la Guyane, made in France et exporté vers les pays du monde. Attendez, la question, pourquoi ? Prenez un cas très simple. Moi, j'ai accompagné des missions. Aujourd'hui, il y a une coopération avec le Brésil. Il y a des chefs d'entreprise qui vendent des produits en France et vice-versa. Idem pour le Suriname. Prenez un cas très simple. Le yaourt, la belle caresse. La belle caresse. Aujourd'hui, eh bien, ce yaourt, on n'arrive pas à avoir un taux différentiel par rapport aux Brésiliens parce que nécessairement, ils ont fermé la frontière. Mais le débat est ouvert. Donc il nous appartiendra de trouver les compensations en matière de différentiel de taux pour que le yaourt de Guyane puisse rentrer dans la région de Macapa. Idem pour le Suriname, qui est un pays d'origine hollandaise et donc intéressé par le lait, les produits du lait. Vous pourrez revenir par rapport à cette question. Bilan contre bilan, messieurs. L'un est président du conseil régional, l'autre est président du conseil général. Vous nous avez dit tout au long, effectivement, de ces débats, ce que vous avez réalisé. Vous aviez été élu pour ça, de toutes les façons. Vous avez dit aussi que les finances étaient au beau fixe, à vérifier. Est-ce que comment vous avez laissé les comptes du Conseil général et vous, Rodolphe Alexandre, les comptes du Conseil régional? Et effectivement, vous avez dit que vous avez tenu vos promesses. Aucun candidat sur n'importe quel plateau télé ne viendra pas dire qu'il n'a pas tenu ses promesses. Alain Tienlong, justement. Est-ce que Rodolphe Alexandre a réussi dans le domaine touristique? C'est sa compétence au Conseil régional. Est-ce que, à vos yeux, il a réussi dans le domaine touristique? Non, je vais peut-être vous décevoir. Je ne suis pas là pour apprécier ce qu'a fait le président de région. Par contre, je suis là pour vous faire apprécier ce que nous avons fait. Très Donc, bien. pendant toute ma mandature, pendant 7 ans et 9 mois, et même avant, puisque j'ai été premier vice-président sous la mandature de Lecante, d'André Lecante de 1998 à 2001. J'ai été vice-président de Joseph Ottegno de 2001 à 2004 pratiquement, et j'ai eu la délégation de l'éducation. Donc nous avons lancé, mis à part le collège Grand Mandifou sur Marie Passoula, tous les autres collèges ont été lancés pratiquement sous la présidence de Joseph Ottegno, sur le Maroni, et moi-même j'étais son élu délégué. Aujourd'hui, c'est plus d'une dizaine de collèges que nous avons réalisés. Ce sont des plateaux sportifs, ce sont des terrains synthétiques, Monde Coco, Gérard Holder. Ce sont des routes que nous avons réalisées, puisque vous me donnez mon bilan. La liste non, mais je dois le faire, je dois décliner quand même. Soyez pas trop long. Non, mais je vais le dire parce qu'il faut que les électeurs l'entendent. Allez-y, ce sont des routes que nous avons réalisées en maîtrise d'ouvrage délégué pour le compte de la commune de Roura. C'est la route menant à Cacao en 2011. C'est la route de la Carapa aussi, puisqu'il y a une entreprise justement qui faisait des yachts qui avait des difficultés. Ça, nous l'avons fait en maîtrise d'ouvrage délégué. Ce sont les aérodromes de Grand Sentier et les aérodromes de Camopi qui permettront donc d'avoir ce désenclavement que nous connaissons, puisque Grand Sentier va être plutôt Camopi fera l'objet d'une obligation de service public, d'ailleurs qui sera achevée par la collectivité territoriale, et nous avons réalisé cet équipement dans le cadre du plan d'aménagement du parc amazonien. Donc, et puis, bien sûr, ce sont tous ces équipements que nous mettons à disposition des ligues et des associations à titre gracieux, donc équipements sportifs, et cela, donc, voici en gros brossé, et puis, j'oubliais, puisque je vais y revenir, lorsque nous réclamons le foncier, la maîtrise du foncier, eh bien, je dois vous dire que sous ma présidence, nous avons transféré pour tous les agriculteurs qui se trouvent à Javoué le foncier agricole à titre gracieux. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont propriétaires. C'est une décision qui date de fin 2010 et certains actes ont été signés, d'autres sont en cours, mais cela peut être vérifié. Puis, je termine sur le foncier avec la commune d'Apatou, puisque je l'ai rappelé en d'autres lieux. La commune d'Apatou aujourd'hui a cette particularité, c'est que l'ensemble du foncier de la commune d'Apatou appartient au conseil général. Et il était compliqué pour nous de nous rendre à chaque fois pour régler des problèmes d'occupation. Donc aujourd'hui, ce sont 2000 hectares qui ont été transférés à la commune d'Apatou et qui ont permis donc aux maires de pouvoir faire en sorte à ce que des familles deviennent propriétaires de leur foncier. Et vous laissez le Conseil général avec quoi comme finance? Alors, le Conseil général a un budget contraint de l'ordre de 431 millions d'euros, et c'est ce que je dis.
il ne faut pas qu'on puisse lancer comme ça des choses qui sont pas réelles. Le Conseil général a un budget contraint. Aujourd'hui, je l'ai rappelé sur vos antennes, lorsque vous avez 100 euros dans un foyer, vous réalisez des dépenses pour 100 euros. Ça ne veut pas dire que vous avez assuré, que vous avez assuré tout ce que vous devez assurer. Lorsque je dis ça, notre budget est voté à l'équilibre, mais cet équilibre est insuffisant pour nous permettre d'assurer nos missions en toute efficacité. Donc aujourd'hui, c'est un budget de l'ordre de... Eh bien, nous sommes sur un budget qui est en cours. Donc nous sommes sur les restes à réaliser par rapport à ce qui a déjà été réalisé. Un budget est consommé sur une année et aujourd'hui nous sommes... un chiffre à nous donner? Qu'est-ce qui reste dans les caisses? Mais nous avons... Même si vous dites qu'il est en cours, il y a bien un chiffre. Alors nous avons 33 millions d'euros pratiquement en trésorerie, mais cela... ce n'est pas significatif, puisque ce sont 33 millions d'euros qui sont engagés sur des investissements notamment. Et donc sur la fin de votre mandat. Voilà, de notre mandat et de l'année budgétaire. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas tant de parler de déficit, c'est est-ce que les sommes que nous avons sont suffisantes pour nous permettre d'assurer nos missions. S'agissant du Conseil général, je vous dis non. Très bien. Rodolphe Alexandre, alors je ne vais pas vous demander ce qui n'a pas réussi, vous allez également faire votre bilan et dites-nous ce qui reste dans les caisses du Conseil régional. Non, je ne veux pas faire ce soir, honnêtement, un catalogue de ce qui a été réalisé. Moi, je n'ai eu que 5 ans. J'en ai eu peut-être 2 à la mairie de Cayenne, j'en ai eu 12 à la CACL, où j'ai laissé 75 millions dans les caisses de la CACL, avec 5 compétences nouvelles, de l'eau potable, l'assainissement, les déchets, le transport et maintenant l'immobilier. Aujourd'hui, à la région, en 5 ans, nous laissons 15 millions d'euros en capacité d'autofinancement, 26 millions en fonds de roulement et en trésorerie, 18 millions, je vais même préciser, 885,27. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons préparé la collectivité. Ce n'est pas pour se faire plaisir qu'on a un budget en équilibre. C'est que nous voulions véritablement arriver avec une matrice budgétaire et fiscale suffisamment forte pour répondre aux compétences de demain. Et à côté de cela, avec mes services administratifs, nous avons levé 2 emprunts. Je ne connais aucune banque de France capable de faire un emprunt sur une collectivité qui disparaît. Ça veut dire que fort de la maquette qu'on leur a présentée, fort de l'aspect budgétaire que nous avons en termes d'investissement, en termes de recettes, 2 banques, et pas n'importe lesquelles, la Caisse des dépôts et consignations et l'AFD, nous a apporté 15 et 25 millions. Donc aujourd'hui, on va dire que fort de cet emprunt, nous pouvons déjà assurer le fonctionnement donc de ce levier qui est la future collectivité. Parallèlement à cela, il y aura donc à côté les contrats de plan pour les 200 millions de la part de la région face aux 187 millions donc de l'État. Et à côté, nous aurons les 530 millions de l'Europe. Ça veut dire que nous pourrons apporter les conditions répondant aux investissements de demain. Enfin, le grand débat... qui veut rebondir. Attendez, je vais pas parler beaucoup. Allez-y. Le grand débat qui va avoir lieu, ce sera fort de l'audit qui va être fait. Parce que moi, je tiens à ce qu'il y ait un audit. Parce que je ne crois pas, et je ne suis pas là non plus pour déblatérer sur le budget de mon collègue, mais je crois que la meilleure solution, la meilleure question rationnelle... L'audit pour savoir ce qui se passe. L'audit permettra maintenant de voir comment nous pourrons lever un emprunt au niveau de la Banque européenne d'investissement. Et le dernier point que l'on attend, c'est une promesse qui a été faite par le président Hollande du pacte d'avenir, sur lequel nous avons remis à monsieur le préfet, à monsieur le président de la République, un dossier conséquent pour rattraper le retard de la Guyane et anticiper sur la croissance démographique. Non, je voulais dire quand même... Et ensuite la question de Faro. Non, je voulais dire que je suis étonné d'entendre qu'on emprunte pour fonctionner. Une collectivité, quand une collectivité emprunte, c'est pour investir. Non, c'est pour investir, monsieur... Ça, c'est déjà... Non, c'est pour investir. Non, mais monsieur Rodolphe Alexandre, vous avez bien dit pour permettre à cette collectivité de fonctionner. Oui. Alors, vous allez réécouter la bande, si vous le souhaitez, vous allez voir. Donc, je rappelle qu'on ne peut pas emprunter pour fonctionner. Non. Ça, c'est un premier point. Deuxième élément... Donc c'est pour investir. C'est pour investir. Vous ne pouvez pas emprunter pour fonctionner. Mais j'ai jamais dit le contraire. Si vous avez parlé du fonctionnement de la collectivité future. C'est pour ça que je voulais apporter cette précision. Deuxième élément, monsieur le président de région, c'est que quand on parle d'une gestion qu'on a en caisse 18 millions d'euros et qu'un lycée coûte 40 millions et que, eh bien, il manque à peu près 22 millions pour compléter pour faire un lycée, je ne sais pas si on peut parler de bonne gestion. C'est pour ça que je dis que moi, je suis sur la base de nos réalités. Les sommes que nous avons ne sont pas suffisantes pour nous permettre de réaliser nos missions en toute efficacité. Et ça, je le dis ouvertement parce qu'il s'agira pour nous,
demain, si nous sommes là, si Dieu le veut, de nous mettre sur la table avec le gouvernement et de demander à ce que les charges transférées soient compensées. Ça, c'est un premier point. Deuxième élément, quand on parle de recettes nouvelles, je l'ai dit, pas de possibilité de recettes nouvelles s'il n'y a pas d'activité nouvelle. On ne pourra pas augmenter les taxes. Chez nous, les taxes sont au taquet depuis que Castor était président du Conseil général. Donc, on ne pourra pas augmenter les taxes. Nous avons mis en place, et d'ailleurs avec la région et avec les communes, avec les intercommunalités, ce qu'on appelle l'élargissement de la base fiscale. Sauf que cela n'est pas extensible au-delà de la population des foyers fiscaux que nous avons. Donc c'est limité au nombre de foyers fiscaux qui seront identifiés comme ne payant pas l'impôt. Mais ça, c'est limité. Ce qu'il nous faut véritablement pour permettre à cette collectivité d'avoir des recettes nouvelles, c'est véritablement de booster l'économie. Donc, je l'ai dit en d'autres lieux aussi, nous préconisons que la Guyane tout entière soit en zone franche pour permettre à ce que les opérateurs qui interviennent dans le domaine de l'économie et de l'entrepreneuriat puissent souffler un peu sur la base des prélèvements obligatoires et des charges fiscales qui pèsent sur leur entreprise. Aujourd'hui, aucune activité ne sera possible, aucune création d'emplois ne sera possible sans qu'on booste l'économie. Et nous demandons à ce que, parce que, pardon, l'erreur qu'avait fait l'État, c'est que quand pour conclure, après. Voilà, lorsque les zones franches avaient été mises en œuvre en Guyane, notamment sur la zone Galmo, sur le canton Cayenne Sud-Ouest où je suis élu actuellement en tant que conseiller général, il n'y avait pas de contrôle en termes de défiscalisation. Ce qui a attiré pas mal d'investisseurs qui avaient leur siège donc là, sans que il y ait véritablement d'activité. Ce que nous préconisons pour terminer, oui, c'est qu'il y ait un double contrôle des services des finances de l'État et de cette future collectivité à travers le contrôle du fait que l'exonération, si elle est de 100 000 €, eh bien, nous contrôlons pour voir si ces 100 000 € ont été investis dans la redynamisation de l'activité, si elle se porte mal, dans la formation des hommes ou dans l'embauche. Et cela, si ce n'est pas le cas, nous allons dire à cette entreprise que l'exonération qui était sous réserve ne sera pas accordée. On a compris, la question est importante, c'est pour ça qu'on vous laisse développer, mais on veut enchaîner avec une autre question. Bon, c'est pour ça qu'on vous laisse développer. Allez-y, Rodolphe. Le temps de parole a été particulièrement long. Alors, quand je parle de fonctionnement, je ne parle pas des mandats des fonctionnaires. Fonctionnement, c'est la part de l'investissement. J'ai suffisamment d'expérience et de pratique pour savoir que les emprunts que nous avons faits visent aujourd'hui à mettre en place l'investissement. L'investissement, pourquoi? Pour les deux lycées, le lycée de Saint-Laurent et le lycée de Maripasoula. L'investissement pour lancer les premiers travaux sur la route de Kourou, partant donc de Makouria et de Balata. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tout ça, c'est du dilatoire. Aujourd'hui, le budget de la collectivité générale pose problème et annonce une catastrophe sur le plan budgétaire. Je suis désolé, quand j'ai quitté la CACL, j'ai introduit un procès, un recours auprès du Conseil général pour les transports, soit 36 millions en 2015. On rajoutera les 10 millions pour 2016. Ça fait plus de 42 millions. À cela s'ajoutent 10 millions de dettes sociales, auxquelles s'ajoutent 3 millions d'écritures, de vieilles écritures. Je peux donner tous les documents qui sont là. Et j'ai présenté à Guyane Première, excusez-moi, le rapport de Calia qui définit à moins 14 millions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le département, c'est moins 57 millions. Donc la question de l'insincérité des comptes sera prouvée parce qu'il y aura un audit. Mais c'est justement pour cela que nous avons donc mis en place les emprunts, de façon à ce que l'investissement continue. Et je note que lorsque certains ne voulaient pas que je signe les contrats de plan, qui vont enclencher 90 millions à partir de moins de 2 mois, eh bien il fallait le faire. Parce que la revoilure des contrats de plan, elle aura lieu à la fin 2016. Là, il va y avoir une exigence par rapport à l'État, par rapport à la croissance démographique, par rapport au retard structurel. Maintenant, ce qui concerne les zones franches, c'est à nouveau un sujet qui est futile. Le vrai développement de la Guyane, c'est à travers ces filières. Les filières de l'agriculture, la filière de la pêche, la filière du bois, l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, nous avons la capacité véritablement de mettre tout cela en place. Je prends le cas de l'agriculture. On va en parler justement à travers nos questions. L'agriculture, nous pouvons installer une centaine de gamins par an sur pratiquement 5000 hectares. L'expérience 1 va commencer à Cacao. Lorsque nous regardons ce que nous avons réalisé à Javoué, nous avons fait la piste 1. La piste 2, c'est 50 agriculteurs qu'on a installés. Vous voyez, vous ne voulez pas faire de catalogue? Non, mais non, parce que je suis contraint. Parce que les spectateurs, ils se disent, ils sont bilan contre bilan. Non, c'est intéressant, bilan contre bilan. C'était bien. Ce que je peux dire, honnêtement, c'est que nous venons avec une stratégie financière.
Nous savons que nous allons demander à l'État de payer son domaine privé. Nous allons revoir toute la nomenclature de l'octroi de mer, où déjà on accorde 51 millions d'exonération à l'entreprise. Ensuite, nous allons poser la question du plafonnement superficiaire pour des communes de l'intérieur, comme Maripasoula, qui perdent près de 4 millions d'euros par an. Et le troisième élément, c'est une exigence qu'on doit avoir vis-à-vis de Bercy pour ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, où en Guyane, pour la région, c'est 24 euros par habitant, ou pour le département, c'est 34 euros par habitant. Ce qui fait que c'est largement minoré. Le dernier point. Vous vous imaginez que pour les lycées, je perçois la même dotation que percevait mon collègue Karam, alors qu'entre-temps, il y a 3 nouveaux lycées. Alors pourquoi on n'a pas construit de lycées? Parce qu'on a préféré faire l'extension, la modernisation, la réhabilitation. Allez voir Max Joséphine. C'était votre choix. Max Joséphine. Et parallèlement à cela, les filières éducatives des lycées coûtent excessivement cher. Donc on a mis en place de nouvelles filières, la filière de l'eau potable, la mécanique, du bois, etc. Et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes capables maintenant, avec les maires qui ont mis à disposition les terrains d'assiette, de réaliser et de construire les lycées pour lesquels nous avons la compétence. Je voulais, pour terminer sur cette partie, non, mais c'est le bilan. Oui, c'est le bilan, c'est un débat. Tout va bien. Non, juste dire que la réalité des futurs comptes de cette collectivité, ce sera un budget de 691 millions d'euros. Et je rappelle que les fonds européens ne font pas partie du budget de cette collectivité. Les fonds européens sont gérés pour le compte de l'Europe. C'est tellement vrai que si ces fonds ont été mal utilisés, l'Europe demande le remboursement. Tout à fait. Ça, c'est un premier déjà point. arrivé? Si, c'est déjà arrivé. En tout cas, pas au Conseil général, mais c'est déjà arrivé. Ben si, pour les pompiers, pour les pompiers, 1 million d'euros que j'ai remboursé. Non. Chez les pompiers, vous le savez très bien, c'était mon collègue Mangal qui était à l'époque, puisque ce sont des camions qui ont été achetés pour être dans le cadre du PO amazonien, qui devaient se trouver à Saint-Georges et à Saint-Laurent, mais dans la mesure où le secours à personne est départemental, ces camions ne se trouvaient pas au moment du contrôle, là où les commissaires ont estimé qu'ils devaient être. Mais ces camions ont été bien achetés. Oui, mais et c'est pour ça que je précise. Voilà, c'est pour ça que je précise, mais je vous l'ai dit. C'est important la clarté pour les téléspectateurs. C'est pour ça que je précise. Ce que je dis par là, c'est que... Monsieur Mogal a fait un très bon travail. C'est que les fonds européens ne font pas partie du budget de cette collectivité. Je veux qu'on l'entende. Maintenant, s'agissant du rapport Calia, je rétorque à M. Rodolphe Alexandre que Capital n'a pas titré sur le Conseil général en termes de mauvaise gestion. Ça, c'est la réalité de votre gestion, Monsieur le Président, qui a été donc... non, mais laissez-moi répondre. C'est un débat. Je peux pas, c'est un débat. Oui, on me dit qu'il y a un rapport Calia qui dit que le Conseil général est mauvais élève. Je vous renvoie tout simplement aux données de Bercy, qui datent de décembre de cette année. Le département Guyane, après l'Indre et l'Ariège, est le département le moins endetté sur 103 départements. Et ça, il faut le retenir. Le rapport de la Chambre régionale des comptes, vous pouvez aller consulter le département de la Guyane et le département qui est un département qui est peu endetté. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc je renvoie chacun à ces éléments qui sont des éléments officiels, mais je dis que la réalité du budget de cette future collectivité sera un budget contraint, compte tenu des missions qui nous attendent, notamment, et lorsqu'on sait justement qu'il faudra des lycées, des collèges, et je vous dis qu'un collège, tout équipement compris, c'est 14 millions d'euros, un lycée, tout équipement compris, c'est pratiquement 40 millions d'euros. 70 millions. Vous regardez, ça dépend de la dimension. 70 millions, ça dépend de la dimension. En 700. tout cas, nous, si nous sommes là, nous n'allons pas faire des lycées de dimension 1700 élèves. Ce sont des tailles qui sont inhumaines, qui ne permettent pas de travailler dans de bonnes conditions. Et c'est bien pour ça que tous les collèges que nous avons sortis, en tout cas sous ma présidence, l'ont été à raison de 600 élèves. Vous aurez l'occasion de rebondir là-dessus. Farouk Amri. Vous permettez, puisque... C'est un débat, on accepte. En plus, vous aimez ça. D'accord. Donc, comment peut-on comparer un rapport Calia qui a été commandité par la préfecture et un journal Capital de tendance libérale qui ne cherche qu'une chose, à éviter les dépenses publiques par les collectivités? Le cas de la Guyane est exceptionnel. Le cas de la Guyane, dans ce rapport fait par des journalistes, pas par des scientifiques, pas par l'INSEE, pas par aucune équipe de l'IEDOM, par exemple. Ce rapport fait par des journalistes libéraux prétend quoi? Enfin, du moins ignore qu'en Guyane, les salaires des agents territoriaux bénéficient de 40% de vie chère. Ce journal ignore qu'en Guyane, nous avons un taux de désendettement le plus bas. Nous sommes à 9,3 années.
calculé. Ça veut dire que même dans le rapport, on ne précise pas les foyers fiscaux. Il a été calculé par rapport aux foyers fiscaux. Or, 72% des foyers fiscaux en Guyane ne sont pas imposables. Pour vous, ce rapport est caduc? Mais il est totalement nul et non avenu. C'est un rapport de propagande électorale qui est parti à Paris pour visiblement cibler quelques régions de France. Et puis, on a rapidement ajouté l'outre-mer avec beaucoup de mépris. Par contre, ce que dans ce rapport on dit à tort, le terme de subvention est le terme juridique qui permet d'accompagner l'entreprise, l'association, le mouvement économique. Donc, lorsqu'on parle de subvention et de clientélisme, c'est totalement malvenu. Farouk Amri, allez. Enfin, je suis là. Allez-y. Non, mais c'était intéressant. Alors, bien sûr. Vous allez, à la tête de la CTG, tous les deux, vous avez promis une forme de choc pour l'emploi. Le tissu économique guyanais est composé en très grande majorité d'auto-entrepreneurs et d'artisans indépendants. Comment vont-ils pouvoir bénéficier de ces commandes publiques, sachant que les gros chantiers que vous allez lancer vont être quasiment cannibalisés par des grosses entreprises qui souvent traitent de façon... payent ces artisans et ces auto-entrepreneurs de façon avec des lance-pierres. Donc comment ces artisans guyanais, ces auto-entrepreneurs, vont pouvoir accéder à la commande publique ? Aujourd'hui, le drame, M. Farouk, c'est justement il n'y a que la commande publique, qui est en baisse d'ailleurs. Cette commande publique ne peut pas être le moteur de l'économie guyanaise. Cette commande publique doit participer, doit contribuer à l'économie guyanaise. On ne vit pas dans un pays de commande publique. On vit de richesses nouvelles créées par des entreprises. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que nous allons demander à ce qu'il y ait les accords de développement de ce pays, parce que je l'ai toujours dit, sur le plan politique, la France a tout intérêt à garantir ses intérêts géopolitiques et géostratégiques dans cette partie du monde, et à assurer la cohésion sociale pour le faire, la cohésion de façon générale. Et c'est notre objectif dans notre programme. Et nous disons qu'aujourd'hui, la règle, ce sont ces jeunes qui partent, qui sont attrapés tous les jours à l'aéroport avec des trafics de cocaïne. Ce sont ces quelques jeunes filles, sur mon canton notamment, qui à partir de 19 h sont vouées à la prostitution. Et ça, nous ne voulons pas ça pour notre pays. C'est la réalité, vous pouvez passer. Et ça, il faut nommer les choses. Donc demain, il nous faut inverser cette tendance. Comment allons-nous le faire ? Aujourd'hui, tous les enfants qui sont placés au Conseil général dans le cadre de l'enfance en danger sont issus de familles éclatées, explosées, qui sont frappées par la violence économique et par voie de conséquence par la violence sociale. On ne peut régler les problèmes sociaux qu'à travers un développement économique. Et pour cela, il faut lever les freins, les obstacles pour toutes ces entreprises. Obstacles vers la coopération pour ouvrir de nouveaux marchés, obstacles à l'aménagement du territoire, puisque j'ai déjà pris l'exemple de cette jeune fille qui voulait ouvrir un restaurant sur Camopi, qui aujourd'hui se trouve à Kourou, pour deux raisons. C'est la contrainte donc, de l'arrêté de 70 qui interdit toute mobilité sur cette partie du territoire, donc pas de clients, pas de possibilité de recettes. Deuxième obstacle, c'est la couverture énergétique qui n'est pas assurée après 22 heures, impossibilité d'obtenir un agrément permettant d'ouvrir ce restaurant. Donc aujourd'hui, tant que ces contraintes réglementaires et donc ces obstacles ne sont pas levés, nous allons nous laver les mains pour les essuyer par terre. Mais comment vous allez lever ces contraintes ? Eh bien, c'est ce que je vous dis, nous allons demander et nous allons devoir donc pousser l'État. Eh bien, tous les candidats qu'on a vus, on va établir une nouvelle relation. À travers une démarche institutionnelle. Et puis, comme vous le savez, la jeunesse de ce pays nous a montré qu'à 2 reprises, que lorsqu'il y a une mobilisation pour des choses qui sont concrètes, eh bien, cette jeunesse nous a donné 2 leçons à 2 reprises. Une première fois pour le rectorat, elle descend dans la rue. Une deuxième fois pour l'université. Donc, effectivement, il nous faut éviter ça. Mais nous n'avons pas d'autre choix lorsque l'État n'entend pas raison. Et c'est le propre même, et c'est désagréable, et ça je le dis, que l'État, qui doit être un État partenaire, se comporte ainsi. Et nous disons que l'État doit nous permettre, doit nous accompagner. Aujourd'hui, l'État est un État contrôleur, qui contrôle, effectivement, qui a son droit de contrôle, mais l'État doit pouvoir nous accompagner. Pourquoi je vous dis ça, et j'en termine. Nous sommes dans un pays avec les richesses que nous connaissons. Nous sommes dans un pays avec cette jeunesse qui aujourd'hui est un atout pour la Guyane, mais qui pourra devenir un danger. Et ce pays, nous allons le faire avec tous les hommes et toutes les femmes qui y vivent. Chinois, Brésiliens, Surinamiens, Georgetoniens, puisque moi-même, je suis l'exemple même d'enfants
Oui, métro aussi. Arabe tout. Parce que ça, c'est la... Ça, c'est... Juste parce que le temps file. C'est la réalité même de la Guyane. Donc, nous allons pouvoir effectivement inverser cette tendance infernale que lorsque nous aurons gagné le pari du développement économique. Rodolphe Alexandre. Il faut qu'on arrive à la COP 21 après, et justement, c'est une question importante sur le foncier. Bon, donc je vais répondre beaucoup plus court en disant que là, nous sommes dans un cadre réglementaire et législatif. La commande publique obéit à un cadre des cahiers des charges. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec le MEDEF pour le signaler sur la proposition de livre blanc, c'est-à-dire qu'il puisse accentuer la préférence locale. Et l'expérience a commencé à l'île de la Réunion, où là, nous sommes en train d'étudier avec eux les modalités pour arriver progressivement à déduire sur un marché qui puisse favoriser l'entreprise locale, en dépit des directives européennes. Aux auto-entrepreneurs, les petits tout à artisans. fait. Alors, tout à fait. Je vous signale que lorsque j'étais président de la CACL, nous avons été les premiers à mettre en place les allotissements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les grands marchés, nous prévoyons une tranche pour tous les entrepreneurs ou les artisans, de façon à concourir et à favoriser la production locale et l'artisanat. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas d'avoir un rapport frontal ou de faire n'importe quoi, il s'agit progressivement, avec le monde économique, avec en particulier ceux qui l'ont proposé après les rencontres qui ont eu lieu à Matignon ou ailleurs, d'arriver à ce livre blanc qui puisse dégager les grands secteurs potentiels sur lesquels on peut accompagner l'entreprise, l'artisanat. Messieurs, on en parlait justement de la petite enfance jusqu'au Gangan, hein, ce fameux spectre de la vie. On ne peut pas, dans un pays comme le nôtre, ne pas avoir si peu de crèches. Hein, on se le dit, le plus de naissances par jour dans ce département, comparativement à la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la réflexion, mais à une question, qu'est-ce qu'on fait, non pas demain, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, encore à Saint-Laurent-du-Maroni, problème de crèche, ce n'est plus possible. Qu'est-ce que vous avez prévu dans vos programmes, messieurs, pour régler ce problème-là, qui est un problème crucial dans notre département? Eh bien, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un secteur fondamental, la crèche, les structures multi-accueil pour la jeunesse de notre pays, pour les enfants en bas âge. Et je vous apporte deux nouvelles. La première, c'est que nous avons réalisé pour la première fois un accompagnement d'une crèche à Matoury auprès de l'AFD, avec une participation donc de la région. Et on sait que ça coûte. Hein. Ça coûte énormément. Et on sait qu'aujourd'hui, on peut trouver, notamment dans le cadre des fonds européens, un accompagnement pour les crèches. Moi-même, quand j'étais maire de Cayenne, j'avais conduit à une crèche à Pounou, qui malheureusement a disparu, ainsi que celle de Molucca. Nous sommes tout à fait favorables à ce circuit des crèches. Ça crée de l'emploi, ça crée une économie sociale et ça permet aux enfants d'avoir le lien. Moi-même, dans le cadre de la collectivité territoriale, puisqu'il a été choisi que ce soit à la région, au quart, que sera installée donc la future collectivité, il faut prévoir une crèche pour l'ensemble du personnel. C'est une population très jeune, de jeunes femmes, leur accompagnement et donc avoir leurs enfants à proximité du travail, c'est un élément qui est excessivement intéressant. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a 1700 gamins qui sont couverts par des crèches. Il y en a à peu près 18, dont je crois 2 au niveau département et 2 au niveau municipal. Il est fondamental que pour relancer l'économie sociale, relancer la dynamique de nos enfants dans le cadre éducatif, que nous puissions nous appuyer sur les secteurs donc, des crèches et des structures multi-accueil. Ah, bien sûr, c'est votre domaine. Non, justement, ça me permet de préciser les choses. Il y a l'accueil du jeune enfant et l'enfance en danger. Donc nous, effectivement, Bon, là, on parlait des crèches. Hein. Non, mais l'accueil du jeune enfant, ce sont les crèches. C'est le terme employé par le législateur. Tout à fait. Non, mais pas d'enfants en danger, je parle. Non. C'est pour ça que je dis que la collectivité demain n'aura pas pour mission les crèches. Nous avons une crèche parce que à l'époque, le Conseil général, comme Castor l'avait fait pour la médecine curative, avait donc pris des missions qui ne concernaient pas cette collectivité départementale. Aujourd'hui, c'est la crèche de Becker qui a été transférée pour des raisons donc, de sécurité, donc d'ordre d'accueil, à Mirza qui a été réhabilité. Mais aujourd'hui, je dois vous dire que la municipalité de Cayenne et le Conseil général ont déjà entamé des discussions dans l'éventualité de transfert de cette crèche de Mirza, donc déjà des locaux de Becker à la municipalité de Cayenne pour lui permettre d'assurer ses missions d'accueil du jeune enfant. Qu'est-ce que la collectivité aura à faire demain ? Aujourd'hui, la commission départementale d'accueil du jeune enfant est présidée par le président du Conseil général. Il y a prévu un transfert vers l'État en tout cas, et plus vers les communes. Donc, que faisons-nous au sein de cela? Nous organisons
la politique avec les communes et les intercommunalités sur l'accueil du jeune enfant en termes d'harmonisation, puisque nous donnons les agréments. S'agissant de notre concours en termes d'aide à la pierre, nous l'avons fait lorsque nous avions les reins solides. Donc, quand nous parlons de solidarité de la collectivité vis-à-vis des communes, des intercommunalités, des associations sportives et culturelles, c'est de ça que je parle. Demain, cette collectivité aura vocation à accompagner les communes sur cette base-là. Mais le cœur de mission de la future collectivité territoriale sera la prise en charge et l'accompagnement de l'enfance en danger. J'ai 3 questions, juste pour avancer, 3 questions. Juste pour Il est obligé. oui. Non, au moment où la CAF met en place un dispositif à 80% pour accompagner la création des crèches, je ne vois pas comment on peut empêcher la future collectivité d'y participer. Aujourd'hui, il y a pratiquement une demande pour chacune des communes. Le cadre est largement insuffisant. Comment peut-on permettre à nos enfants d'avoir un processus, on va dire, éducatif, un processus de liant par rapport à la société lorsqu'il n'y a pas de crèche? Aujourd'hui, il faut que cette CTG accompagne les porteurs de projets pour construire, pour créer, pour réhabiliter des crèches. Pour nous, ça va être un point marquant, et pas seulement sur l'agglomération, sur l'ensemble du territoire. De même que pour les PMI, il faudra les restructurer, les réhabiliter, donner au personnel véritablement toute la dynamique qu'ils demandent, des personnels qui sont dévoués, qui veulent servir le territoire. Il n'y a pas que l'île de Cayenne. Aller sur tout le territoire, ça crée de l'emploi, ça crée de l'économie sociale et ça crée un lien au niveau de la société. Donc pour nous, on voit la CTG comme un accompagnateur, comme un bâtisseur dans ce circuit. 4 questions, voilà, comme ça vous devrez répondre de façon très courte. COP21, la Guyane représente 50% de la biodiversité européenne, 90% de celle de la France. Si l'État vous dit « circulez, il n'y a rien à voir, je garde la biodiversité et quelque part j'empêche votre développement parce que j'ai besoin de ce patrimoine ». Deuxièmement, vous allez construire des infrastructures scolaires. Le nombre d'agents, est-ce que vous l'avez déjà budgété? Parce que construire, c'est bien, mettre des agents, c'est mieux. Les 40% des fonctionnaires, j'aimerais avoir votre point de vue. Est-ce qu'ils font Vous allez retenir? Oui. Est-ce qu'ils font partie ou contribuent à la vie chère? Quelle est votre position là-dessus? Voilà. Vous avez beaucoup de questions, monsieur Farouk. Non, mais comme le temps presse, alors, COP21. Non, mais alors, la COP21, pour moi, en ce qui concerne la Guyane, ce débat, pour nous, est un débat qui, effectivement, concerne des pays industrialisés, mais sans doute pas nous. Aujourd'hui, on veut trop nous servir le fait qu'il faut développer, qu'il faut donc protéger ce pays avant de le développer. Moi, je suis d'avis contraire. Je dis développant et, pendant ce développement, assurant la protection de l'environnement dans le cadre de ce développement. Pour terminer sur la COP21, au moment où, dans le cadre de la transition énergétique, l'Europe prévoit 20% d'énergie renouvelable pour l'Europe, en Guyane, on va nous servir 50%. Cela pose un problème. Les énergies renouvelables, ce sont des énergies qui sont saisonnières. Lorsque vous n'avez pas de lumière, lorsque vous n'avez pas de soleil, les plaques photovoltaïques ne peuvent pas absorber de lumière pour produire de l'électricité. Lorsque vous n'avez pas de vent, donc l'énergie éolienne ne peut pas fournir de l'électricité. Donc aujourd'hui, nous disons que dans le cadre justement de la programmation pluriannuelle de l'énergie, il faudra que cette programmation intègre la nécessité que nous ayons des ouvrages qui puissent produire de l'énergie thermique. Et que l'énergie renouvelable vient en soutien, en support. Parce que lorsque vous n'avez pas de vent, lorsque vous n'avez pas de lumière, vous voyez très bien que ce sont des foyers qui seront privés. Donc, cette COP21, si elle est valable pour l'Europe qui est industrialisée, elle ne l'est pas pour un pays comme la Guyane. Je vais aller parler donc sur le Haut-Maroni ou sur le Oyapock de COP21, lorsque cette jeunesse ne touche que les minima sociaux. Non, nous avons de plus grandes ambitions pour notre pays. On enchaîne sur la deuxième question. Et donc, s'agissant de la deuxième question que j'ai oubliée d'ailleurs. L'infrastructure et le nombre d'agents. Voilà. Vous allez augmenter la masse salariale. Sur le nombre d'agents, lorsque nous construisons un collège, nous sommes dans cette obligation que de mettre du personnel. Et c'est pour ça que je dis que nos missions sont compliquées. Nous ne sommes pas dans une démarche comme la France qui se décharge. Lorsque vous construisez un collège, il faut des personnes pour faire fonctionner ce collège. Et ça, c'est pour ça que je dis que nous avons les pires difficultés. Et puis il y avait une dernière question, il me semble. Les 40%. Les 40%. Des fonctionnaires. Alors, Fonctionnaires. Alors, moi, en ce qui me concerne, je suis concerné puisque je suis fonctionnaire d'État, je suis enseignant. Tant que le niveau de vie ne nous permettra pas d'éliminer ces 40%, je suis d'avis pour qu'on maintienne ces 40%, compte tenu des coûts de revient des produits que nous avons ici en Guyane. Très bien. Alors, pour la COP21, je vais la résumer par une formule. Il est hors
de question que la Guyane est un strapontin. Ça veut dire que j'ai déjà discuté avec nos amis écologistes. Il faut que la Guyane et les Guyanais s'approprient du débat de la COP21. Si on veut mettre la Guyane sous cloche, nous serons totalement opposés. La Guyane a droit à son développement, car comme vous l'avez dit, c'est plus du tiers que nous fournissons en carbone au niveau donc de l'Europe. Et la France ne pourrait pas lancer les accords de Grenelle s'il n'y avait pas la forêt amazonienne. Ça, c'est un point non négociable. Le deuxième point sur l'énergie, d'ailleurs je profite pour montrer à mon collègue qu'il avait été invité à la PPE du Conseil général, puisque dans un autre cadre le débat avait eu lieu, et je vois figurer 2 de vos agents au cours de la réunion, c'est de poursuivre la PPE. La PPE avec tous les partenaires qui y seront associés. Il y a 4 schémas. Il ne faut pas inventer le fil à couper le beurre, il y a 4 schémas. On va vers l'énergie alternative, en particulier sur la biomasse. Faire de la biomasse, c'est 40 mégas. C'est 400 millions investis par des privés. Ça veut dire 300 emplois. Ça veut dire 4 millions de retours fiscaux auprès des collectivités. Aller vers l'hydraulique, où il y a 3 projets sur la Haute-Mana, c'est 125 millions. C'est pratiquement 42 personnes qui seront donc en termes d'emploi, et c'est 2 millions en retour fiscal. Et puis, arriver à ce débat. Moi, je propose qu'il y ait un débat auprès de tous les Guyanais. Oui ou non, nous voulons un barrage. Parce que le barrage devient essentiel pour les 30 ans à venir. La Guyane, dans 30 ans, c'est 500 000 habitants. C'est une croissance en matière industrielle par rapport à l'orifère, par rapport au bois, par rapport à l'agro-transformation. Et donc, nécessairement, les 127 mégas que nous produisons, on va contre le mur. Donc, aujourd'hui, petit saut, c'est 61%. Donc, dans 10 ans, petit saut, c'est 51%. Il faut qu'il y ait ce vrai débat. Enfin, il y a tout le transport d'énergie électrique sur Saint-Georges et sur Saint-Laurent. Donc, il faut doubler donc les lignes. Sinon, eh bien, il faudra négocier avec nos voisins le fameux projet Arco Norte entre le Suriname et sur le Brésil. La deuxième question, c'était, Farouk ? Les infrastructures, le nombre d'agents, la masse salariale qui asphyxie le budget de la future CTG. Honnêtement, on ne peut pas pour l'instant augmenter la masse salariale. Je sais que mon collègue a augmenté de près de 20 millions en 5 ans la masse salariale, mais nous, il faut qu'on arrive maintenant à véritablement revoir l'organigramme. Donner au personnel la mission qu'ils ont du service public, leur donner cette volonté d'accompagner cette page d'histoire, demander peut-être qu'il y ait du volontariat pour l'intérieur du territoire, parce que nous voulons qu'il y ait un département à Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est 240 000 habitants dans moins de 20 ans. Ça veut dire que ce n'est pas une annexe qu'on va créer à Saint-Laurent. Ça veut dire que des fonctionnaires des fonds européens, des fonctionnaires pointus seront également installés sur Saint-Laurent, de façon à ce que les porteurs de projets puissent pouvoir avoir des réponses. Et de même créer maintenant une annexe au niveau donc de Maripasoula. Et la troisième question scolaire, vous allez mettre des agents dedans. Ah ben, chaque établissement, à partir du moment où vous créez un collège ou un lycée, il y a un accompagnement en personnel AT ou TOS. Ça signifie qu'en général, un collège donc de 700, eh ben, celle-là est obligatoire. Mais je veux dire, créer sur des postes, pour l'instant, voilà. Et la troisième question, c'était les 40% des fonctionnaires. Le débat des 40%, il est impropre actuellement par rapport à l'économie de la Guyane. D'accord. Allez, c'est normal qu'Alain Thiamlang rebondisse là-dessus. Par rapport aux propos tenus par le président de la région, je vois qu'il sait mieux ce qui se passe chez moi que chez lui. Ah ben, donc il ne sait même pas qu'il distribue des subventions à la tête du client. Il ne sait même pas que sa gestion est la plus mauvaise de France. Ça, c'est pour la dernière. Maintenant, il brandit effectivement une feuille d'émargement qui, sans doute, qu'il a sorti, mais je confirme que nous n'avons jamais été associés à l'élaboration de la PPE, qu'il vous prouve cela à travers un document où nous avons été associés. Alors, voilà. Donc je tenais à rectifier. Si nos agents ont été sans doute invités dans une réunion où on a parlé de la PPE, je confirme qu'on n'a jamais été associé à l'élaboration de la PPE. Et c'est ce que j'ai dit, et je confirme. Monsieur le Président, je vous demande d'apporter des éléments qui confirment que nous avons élaboré ce document avec vous. Donc je confirme que ça n'a pas été le cas. Monsieur Thiamlang, ce n'est pas un document, il n'y a pas de document PPE. Mais c'est le document dont je parle. Où est le document? Il est où le document, Monsieur le Président? Attendez. Il est où? Non, mais je suis calme. Attendez. Il est où le document? Attendez, Monsieur Thiamlang, laissez-moi parler. Il s'agissait d'une ouverture solennelle de la PPE. Mais voilà, c'était une ouverture. Entre le président, remplacé ce jour-là par Mme Hélène Siander, et Monsieur le Préfet.
Dans le cas d'espèces, vous avez reçu un courrier, je le remettrai donc à la presse. Et dans le cas d'espèces, 2 de vos directeurs généraux ont participé. Donc, vous étiez associé. Donc, vous l'avez dit, c'était une ouverture solennelle. Donc, nous confirmons que nous n'avons jamais été associés à un document, d'ailleurs, qui est un document fantôme, puisque personne ne l'a vu, ce document. En tout cas, voilà, ce document dont tout le monde parle, personne ne l'a vu, et je confirme devant les électrices et les électeurs que nous n'avons jamais été associés. Mais vous pouvez avoir, monsieur le président vous a dit, c'est une ouverture solennelle, c'est la PPE, ce n'est pas la PPE. Très bien. Donc j'ai bien parlé de la PPE, moi. Et je confirme ce que j'ai dit. Messieurs, avant de conclure, on va conclure. Non, mais vous pouvez le dire, j'ai bien dit que nous n'avons jamais été associés. Très bien. Messieurs, on va conclure. Messieurs, on va conclure. Une dernière question, puisqu'on parlait du spectre de la vie. Vous pouvez avoir une réponse courte là-dessus. Nos Gangans, y a-t-il suffisamment de structures de qualité pour nos Gangans? Et qu'est-ce que vous avez prévu pour les anciens ici en Guyane? Alors nous avons des EHPAD, mais je rappelle que le principe, c'est que c'est la famille qui choisit de placer un parent en perte d'autonomie dans un EHPAD. C'est la dépendance. Et voilà, et si la famille ne souhaite pas, elle ne le fait pas, puisque certaines familles acceptent donc d'accompagner leurs parents vieillissants donc au sein de leur foyer. Nous, ce que nous proposons, c'est de développer le service à domicile. Parce que beaucoup de familles aspirent à continuer de vivre à la maison. Et c'est le sens de notre intervention, c'est de dire que demain, nous allons devoir effectivement continuer de faire des établissements pour les pertes d'autonomie les plus lourdes. Mais s'agissant de familles qui peuvent rester chez elles, nous allons développer des économies dans le service notamment. C'est votre idée. Ça, c'est notre programme. Et ça, c'est ce que nous allons faire demain si nous sommes à la tête. Et vous, Rodolphe Alexandre? Dans notre programme, nous voulons, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, signer une convention avec la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire pour créer justement l'aide à domicile, pour que véritablement ce soit porteur d'un véritable foyer en termes de création d'emplois. Le deuxième, nous sommes engagés, il faut qu'il y ait un EHPAD à Sinnamary et un EHPAD à Saint-Laurent. Enfin, il faut qu'il y ait toute une politique d'animation auprès de ces personnes âgées qui sont nos Gangans, qui sont la mémoire du vécu des Guyanaises. Moi-même, j'ai recours avec Madame Verdon, dont on connaît la compétence et le travail accompli auprès des personnes âgées. Je peux vous garantir que nous allons donner à nos personnes âgées une autre dynamique d'approche intergénérationnelle. Dernière question. Vraiment dernière. Je me demande quand les députés de l'Hexagone viennent ici, ils font du tourisme ou quoi? Parce qu'il y a certaines missions parlementaires, notamment sur le suicide des Amérindiens, c'est un cas et un sujet très lourd. Le rapport aura été rédigé et personne n'en a communication. Donc quand est-ce que les politiques guyanais vont commencer à se saisir aussi de ces missions qui arrivent? Elles visitent la Guyane, elles font un tour de bateau, elles assistent à un tir de fusée, mais au niveau de la production, il n'y a rien. Mais ce sont des missions bidons, M. Farouk, je vous l'ai dit. Ce ne sont pas des missions qui vont nous permettre de régler ces problèmes de suicide, ni des psychologues d'ailleurs, qui viennent après que le mal ait été réalisé. Donc c'est ça le drame. C'est qu'aujourd'hui, nous avons des missions. Elles se ressemblent toutes d'ailleurs. Et quand elles viennent, c'est pour prendre le pouls, c'est pour découvrir avant de rendre leur... Non, nous avons besoin de développement pour ces jeunes qui se suicident. Le suicide, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie. Donc ces missions, ce sont des missions bidons qui ne rapportent rien en tout cas, et nous sommes là de ces missions qui ne rapportent rien, en ce qui me concerne en tout cas. Très bien, Rodolphe Alexandre, et on va conclure. Non, je ne me permettrai jamais de qualifier une mission de parlementaire désignée par le Sénat ou la Chambre des députés de bidon. Une mission a toujours son utilité. Le problème, c'est après de trouver les solutions, d'apporter le cadre réglementaire qui puisse définir. Le cas de Camopi est symptomatique, il est particulier. Camopi, c'est une activité économique, culturelle, une activité fondamentalement liée d'abord à la population. Aujourd'hui, il y a en face de Camopi, il y a une scierie. Nous voulons que cette scierie devienne un chantier d'insertion auprès des jeunes. Nous avons aujourd'hui, après plus de 50 ans, mis le téléphone à Camopi. Aujourd'hui, nous créons des activités économiques. Nous sommes sur le point de créer un espace agricole auprès de Camopi. Maintenant, il faut maintenant voir comment progressivement on peut amener des chefs d'entreprise. Nous l'avons fait à Patou, nous l'avons fait à Grand-Santi, à Papaïcheton. C'est un cadre de vie. Par contre, une mission parlementaire, elle est utile parce que c'est la République qui interroge ses enfants. Merci, messieurs. Et pour finir... Une différence qui permet de se positionner. Tout à fait. Messieurs, pour finir, vous imaginez qu'on ne va pas vous demander d'utiliser la dernière minute pour dire « votez pour moi ». Le dire serait la palissade. Je trouve ça d'ailleurs pas moderne du tout. En 2015, il serait temps d'être à la page, à l'heure où on veut d'ailleurs que les jeunes votent. Donc,
vous n'allez pas utiliser cette dernière minute pour dire « votez pour moi ». La dernière minute pour nous dire quel genre de leader vous serez à la tête de cette collectivité. Si vous me permettez, je vous fais 3 propositions. Vous pouvez en avoir une 4e à titre personnel. 3 propositions. Un coach qui tranche, qui prend les décisions, peu importe les conseils des uns et des autres, il en faut bien un pour trancher. Donc le coach. Un capitaine de navire, quand ça tangue, on tient la barque contre vents et marées, mais tous dans la même galère. Tout le monde sur le même piédestal, y compris le capitaine, ou encore le professeur, un homme à l'écoute de tous, qui ne prend des décisions qu'avec l'assentiment des autres. Le coach, le capitaine de navire ou le professeur, Alain Tienlong? C'est un tout, ça peut être tout en même temps. Et donc, permettez-moi quand même de dire aux électeurs... Le tout, c'est un homme parfait. C'est un tout. Non, c'est un tout avec des qualités qui vous permettent... moi, je l'ai rappelé, j'ai animé une équipe, j'ai animé près de 2700 agents. J'estime que vous devez avoir des qualités et exprimer une autorité empreinte de bienveillance. Donc, permettez-moi quand même de dire aux électrices et aux électeurs... Vous voulez le faire quand même? Mais oui, parce que c'est pour ça que je suis là. Vous éviter ça? Non, mais c'est ça l'objectif, c'est de convaincre les électrices et les électeurs qui n'ont pas voté pour moi ce dimanche. Et alors regardez-les. Voilà, et qui ont porté, pardon, et qui ont porté leur suffrage sur des listes qui ne sont pas présentes donc à ce 2e tour, et tous les abstentionnistes, pardon, oui. Donc voter dimanche prochain pour la liste que je conduis, à savoir la liste pour une Guyane audacieuse. Bon, très bien. On voulait vous éviter ça, mais effectivement, chacun son choix. Rodolphe Alexandre? Bon, moi, je pense que la Guyane attend de la majorité... Non, mais je réponds d'abord à la question. Le coach, le capitaine, le professeur? Moi, je pense que les 3 confondus, avec une nouvelle donne qui est celle d'une Guyane métissée, mosaïque, ouverte à toutes ses composantes socio-culturelles. Il ne peut pas y avoir de politique s'il n'y a pas de culture, parce que c'est la culture qui est le facteur de cohésion. C'est la culture qui va nous comprendre, même dans l'apprentissage, même dans la création d'emplois, nos spécificités, et adapter donc finalement nos lois, nos comportements par rapport au devenir de la Guyane. Et maintenant, si vous permettez, je vais d'abord remercier les électrices et les électeurs qui ont porté leur suffrage sur la liste Guyane Rassemblement. Je vais leur demander à nouveau de nous porter largement leur suffrage pour que nous ayons une majorité forte, de façon à assumer nos responsabilités, à entrer dans cette page d'histoire qui doit guider la Guyane à la maîtrise de son destin. Nous venons pour que la collectivité territoriale soit un levier économique, que demain la jeune génération soit fière du travail qu'on leur laissera, parce que nous partons sur une volonté ferme, celle de rattraper le retard de la Guyane et de bâtir une nouvelle Guyane dans ce magnifique territoire amazonien. Merci messieurs d'avoir participé à ce grand débat. Je rappelle qu'il faut aller voter pour ce 2e tour. Ça sera donc dimanche prochain. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous avec Farouk Amri, avec Jean-Marc Cromwell également. Dimanche 13, avec toute l'équipe d'ATV Guyane. Bien sûr, on sera aussi en direct sur Radio Pays. Messieurs, rendez-vous dimanche. Je tâcherai d'être chez vous cette fois-ci, parce que je n'étais pas dimanche dernier. Ah oui, on vous en a voulu. Excusez-moi. Vous serez là dimanche également? Vous venez dimanche? Voilà, c'est bien. Perdant, voilà. Non, peu importe le résultat, vous êtes là dimanche? Voilà. Peu importe le résultat, vous êtes là dimanche. C'est vrai, tout à fait. Alors rendez-vous. Je suis même venu chez vous en premier avant d'aller dans l'instance nationale. C'est complètement vrai. En tout cas, je tiens vraiment à dire et à dire quel honneur c'est pour nous, je ne fais pas du tout de flatterie, que d'avoir joué le jeu, de venir ici sur ce plateau, malgré nos moyens modestes, une petite chaîne qui monte, qui a besoin aussi d'encouragement. C'est une petite qui a toute une grande. Voilà. Et en tout cas, vraiment merci. Merci beaucoup. Ça nous a touchés que vous acceptiez de venir ici ce soir débattre avec nous. Merci. Rendez-vous dimanche? Rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Merci Alain Tienlong, merci Rodolphe Alexandre d'avoir joué le jeu de ce grand débat. Les programmes continuent sur ATV Guyane et à dimanche.